On repasse en français. Martin va nous présenter Polymère en démonstration. Je te laisse ça, normalement, Oui. j'ai un microphone. Absolument. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'ai la chance de présenter la dernière session. Et donc, je vais vous parler de Polymère, pas seulement. Comme vous le savez, Polymère... Hop, voilà, c'est bon, on peut repasser. Polymère est une, disons, librairie qui permet surtout d'utiliser des nouveaux standards du web qui s'appellent les Web Components, les composants web. Donc, c'est un peu de syntaxe qui rend plus aisée l'utilisation de ces Web Components. Et Polymère vient également avec une librairie de composants dont certains sont basés sur Material Design. Et donc, je vais commencer par vous parler de Material Design en vous passant une petite vidéo. Alors voilà, vous êtes tous des pros du Material Design maintenant. C'était peut-être un peu rapide. On va se la repasser sans le son et avec les explications. Alors, Material Design, d'après les documentations officielles, c'est un style de design. Alors, allez voir sur google.com/design. Il y a toute la philosophie du design qui est expliquée et c'est vraiment quelque chose qui se lit bien. Ce n'est pas une philosophie qui est, disons, de type dictatorial, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, ceci, cela. Ce sont vraiment des guidelines pour vous inspirer, en tant que designer ou en tant que créateur d'applications, pour vous donner de l'inspiration pour créer une application moderne avec un look and feel Material Design. Bon. À très haut niveau, la métaphore de base, c'est une espèce de feuille de papier. Il se veut très affirmatif, il y a beaucoup d'animation. Mais allons voir un petit peu en détail ce que ça veut dire. Alors, la première chose avec laquelle on travaille, c'est cette feuille de papier. Donc, c'est une surface blanche, elle a un tout petit contour, c'est très léger. Et elle rappelle une vraie feuille de papier, sauf qu'en fait, c'est une feuille de papier électronique, elle est un peu magique, elle peut se fusionner, se diviser. Ici, on voit que les différentes feuilles, alors on va revenir en arrière, peuvent s'afficher à différentes hauteurs. Voilà, c'est l'ombre portée qui va vous donner cet effet-là. Ça, c'est notre composant de base. Donc, on va utiliser ça pour composer nos interfaces. Alors tout à l'heure, je disais que c'est un film, alors c'est un style de design qui est affirmé, etc. Il y avait 3 adjectifs. Je pense que les designers, quand ils ont mis 3 adjectifs, c'est qu'ils n'arrivaient pas vraiment à situer ce qu'ils voulaient dire. Moi, je crois que ce qu'ils voulaient dire, c'est que c'est un style de design qui est informatif. Tout ce que vous faites à l'écran, vous le faites pour donner de l'information à l'utilisateur selon tous les moyens, tous les sens que nous avons pour percevoir de l'information. Regardez cet écran. Qu'est-ce que je vois? Rouge, problème. J'ai encore rien lu. Hein. Là, je vois une photo de San Francisco, JFK, petit avion et c'est faux. Vol, problème sur mon vol. J'ai toujours rien lu, mais je sais déjà qu'il y a un problème avec mon vol. Ensuite, je commence enfin à lire delayed. Ah, mon vol est en retard. Et là, j'ai les vraies infos, le vol est retardé et ça, c'est mon vrai départ. Donc là, j'ai passé une fraction de seconde sur cette carte. J'ai compris tout de suite de quoi il s'agissait. C'est vraiment ça qu'il faut avoir dans la tête quand on parle de Material Design. C'est ça le principe de cette philosophie d'interaction. C'est d'utiliser les éléments graphiques, la typographie, la couleur, l'image, de façon très simplifiée, mais en même temps très efficace, pour donner de l'information en un clin d'œil. Alors, continuons.
Voilà, ça c'est un élément que vous allez retrouver souvent. Vous avez vu ce petit bouton là qui flotte? C'est ce qu'on appelle le Floating Action Button. Là, l'idée, elle n'est pas nouvelle, ça a déjà été fait dans d'autres applications, mais l'idée c'est de dire, en général, les gens, ils veulent une application, ils veulent faire une chose. Quand ils sont dans un mail, ils veulent écrire un mail. Quand ils sont dans un chat, ils veulent poster un nouveau chat. Quand ils sont dans leur calendrier, ils veulent créer un rendez-vous. Donc, la fonctionnalité la plus utile, mettons-la en exergue. Mettons-la sur ce petit bouton qui a sa propre ombre portée, donc il est un petit peu au-dessus de tout. En général, on le met sur une coupure visuelle pour qu'on le repère bien. Et c'est là qu'on va avoir la fonctionnalité la plus utile, ce qui va rendre l'application intuitive. Donc là, par exemple, c'est, je crois que c'est voilà, Inbox, c'est une application de mail. Et donc, ici, on va mettre plus, créer un nouveau mail. Hop. Les transitions. Les transitions sont, pour l'utilisateur, en fait, un élément problématique. Et ça, Material Design cherche à le résoudre. Combien de fois est-ce que vous avez dû expliquer une interface à quelqu'un qui n'était pas forcément très familier de l'informatique et il vous a dit « t'as cliqué là, mais ça a changé l'écran, il s'est passé quoi ?» En fait, ça, c'est une transition de contexte et soit on comprend ce qui se passe, soit on ne comprend pas. Dans Material Design, on essaye de vous conseiller de le faire de façon graduelle. Donc, de choisir un élément du contexte d'avant. Typiquement ici, j'ai la photo d'un contact et j'ai cliqué sur « je veux voir les détails de ce contact ». Donc, il va se passer quelque chose, les détails vont s'afficher, mais mon élément qui était la photo de mon contact, eh bien, il a graduellement disparu de l'écran et on a vu un petit peu ce qui se passait. C'est également, on va le revoir, je passe ça rapidement, voilà. On le revoit ici, dans une application fictive pour lire de la musique. Là, j'ai tous mes albums. Je vais cliquer sur un album, l'album en haut à gauche. Là, je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis passé du mode liste d'albums en mode lecture. Et je n'ai jamais perdu mon contexte parce que cette photo d'album-là, elle est restée en permanence à l'écran. Elle a juste bougé et les différents contrôles de lecture se sont affichés en dessous. Voilà, je vous la refais au ralenti. Ça, c'est en arrière, voilà, et en avant. Donc, ces transitions-là, c'est des transitions qu'on va appeler en jargon, disons, Material Design, des transitions avec un élément héros, c'est-à-dire qu'on va choisir un élément, de préférence visuellement parlant de l'interface, et on va faire des changements de contexte en préservant, en animant cet élément entre les deux contextes. Voilà. En parlant d'animation, regardez quelque chose d'assez subtil. Je le reconnais. Alors, je vous le refais. On revient un tout petit peu en arrière. L'utilisateur va cliquer sur le bouton Play. Regardez ce qui se passe quand on clique sur le bouton Play. Vous l'avez vu? Je reviens en arrière. Pardon, je reviens en arrière, voilà. Lorsqu'on clique sur le bouton Play, il y a le contrôle de volume qui se met en place avec une toute petite animation. Alors, pourquoi cette petite animation? Eh bien, en fait, voilà, je le remets juste un petit peu en arrière pour que cette fois-ci, maintenant que vous savez quoi regarder, vous puissiez la voir. Voilà. Là, je vais là-dessus, je clique sur Play. Vous avez, hop, petite animation. C'était tout simplement une petite animation pour dire, mais ça, tu peux le bouger. C'est très subtil. Et c'est aussi ça, disons, un peu un principe fondamental dans Material Design, qui est de dire, on va faire de l'animation pour donner de l'information à l'utilisateur. Le petit bouton de volume, il a bougé. C'est un style très épuré, c'est une ligne avec un cercle. Est-ce que c'est de la déco? Est-ce que c'est un contrôle? On ne sait pas forcément. En le faisant bouger un petit peu, on dit à l'utilisateur, c'est un contrôle, tu peux le faire bouger, touche, vas-y, regarde. Voilà, continuons. Alors, non, continuons pas. Revenons à l'arrière, parce que j'ai oublié de parler de quelque chose. Voilà, sur l'application, sur la petite application de musique, ici. Voilà. C'est aussi un style Material Design qui est très coloré. Vous voyez ici, c'est coloré. Mais on essaye d'utiliser la couleur de façon pertinente. Alors, regardez ici,
le titre il est affiché à chaque fois avec une couleur différente, mais c'est une couleur qui reprend des couleurs dominantes de la couverture de l'album. Alors pas n'importe quelle couleur dominante, ici ça reprend la couleur d'accent, ici aussi la couleur d'accent, et vous avez même une API, que ce soit en Android ou même en web, pour récupérer à partir d'une image la palette que vous allez pouvoir utiliser pour afficher les informations relatives à cette image dans un code couleur qui correspond à l'image. Donc ça, c'est une façon, encore une fois, d'utiliser de la couleur, mais de l'utiliser de façon accordée avec le contenu, pertinente pour l'utilisateur. C'est pas que joli, c'est aussi coordonné, c'est aussi... Enfin, si, c'est beau, mais c'est coordonné. C'est comme de s'habiller de façon coordonnée, voilà. Pas tout à fait aujourd'hui, mais en général, j'essaye. Donc ça aussi, vous allez le retrouver très souvent dans Material Design, et vous avez notamment, dans les techno Material Design, des API pour aller extraire les couleurs dominantes, les couleurs d'accent d'une image, et pouvoir ajuster l'affichage en fonction de ça. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur Material Design. Peut-être la dernière chose, c'est que c'est un design qui est fait en premier lieu pour être touché. Alors, on le voit à des petits détails, par exemple, vous avez l'habitude sur le web, quand on clique sur quelque chose, que ça s'enfonce comme un bouton. Dans Material Design, lorsque vous touchez quelque chose, ça vient plutôt vers vous. Dans l'idée, disons, c'est un peu plus naturel. On le touche, ça vient vers vous, ça donne l'impression que ça a envie d'interagir avec vous. Mais l'idée, c'est ça, c'est que c'est quelque chose qui est fait en premier lieu pour les interfaces touch. Bien sûr, ça marche aussi avec la souris, mais c'est en premier lieu pour les interfaces touch. Voilà. Donc bon, j'espère qu'avec les explications, vous comprenez un petit peu mieux la philosophie de Material Design. En tout cas, allez sur le site google.com/design. Là, vous aurez tous les documents qui résument cette philosophie. Et ça se lit vraiment comme un roman, si vous aimez un petit peu le design. Voilà. Et maintenant, rentrons dans Polymer. Alors, le lien entre Material Design et Polymer, je vous l'explicite tout de suite. Polymer sert à faire des composants web. Composants web, c'est un nouveau standard W3C. Polymer, ça aide à créer ces composants. Et puis, une fois qu'on a une technologie pour faire des composants, on va faire des composants, plein de composants réutilisables, c'est génial. Donc Polymer a toute une librairie de composants. Là, ce que je vous mets ici, ce sont des collections de composants. Chacun de ces rectangles est une collection de composants. Et par exemple, cette collection-là, les Paper Elements, ce sont des composants d'interface Material Design. Voilà. Les autres composants font plein d'autres choses. Notamment, j'aime bien ceux-là qui permettent de faire les Platinum, qui permettent de faire des applications web modernes, qui marchent en offline, qui supportent du push, des notifications push comme les applications, etc. Et si tout ça c'est trop d'informations, commencez ici. Polymer Starter Kit. Vous connaissez peut-être Adi Ousmani. Il aime bien fignoler les expériences de démarrage. Bien, il vous a fait un Starter Kit, c'est-à-dire une application web faite avec ces composants qui ne contient rien, mais qui par défaut a le comportement d'une appli moderne. Elle marche offline, elle est responsive, etc. Et il vous donne aussi les différents outils de build qu'il faut pour démarrer un vrai projet de production en polymère. Alors, ça, on ne va pas en parler. Maintenant, on va quitter les slides et puis on va utiliser Polymer avec un peu de code. Ça, c'est le résultat. Pour l'instant, c'est une page blanche. Je vous montre le code que j'ai. Alors, pour l'instant, il faut regarder ça. Donc, c'est une page blanche parce que j'ai un tag body avec rien dedans. Okay. Par contre, juste au-dessus, j'ai fait quelque chose qui est un peu étrange en HTML. J'ai utilisé ce link rel import et j'ai importé un papercard.html. Et bien ça, c'est l'un des standards web couverts par Polymer qui sont les imports HTML. Il devient maintenant possible d'importer dans une page HTML des composants réutilisables. Et comment est-ce qu'on les utilise? Eh bien, de la façon la plus simple possible.
Mon élément papercard, eh bien, c'est tout simplement un nouveau tag HTML. Papercard, voilà. Je rafraîchis ma page, j'ai une carte qui s'est affichée. Alors cette carte, elle a déjà des comportements. Regardez, si je passe dessus, elle répond déjà à ma souris qui passe dessus, elle se lève un petit peu. Et tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un nouveau composant. Je vais vous l'expliquer dans un moment comment il est fait, mais pour l'utiliser, c'est extrêmement simple, juste un tag. Alors, mettons un peu plus de contenu dedans. Cet élément-là supporte un attribut qui s'appelle heading. Hello Paris. Ça, c'est une façon de lui rajouter des composants. De lui rajouter du contenu. Et je peux mettre d'autres tags à l'intérieur de cet élément. Par exemple, je vais y mettre une image. Alors, je crois que j'ai des images ici. Voilà. Une image. Ah! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce composant, il a été fait par... Bon, il se trouve que c'est moi qui l'ai fait, je vais vous montrer comment il a été fait. Mais il permet de définir une interface. C'est vraiment le principe d'encapsulation que vous connaissez dans d'autres langages. Il permet de dire que ce composant, quand d'autres personnes vont l'utiliser, eh bien, il va supporter tel et tel attribut. Par exemple, ici, je vais donner un attribut heading qui, j'ai défini ensuite que ça allait s'afficher là. Et il y a aussi un mécanisme de composition qui fait que ce composant, ben, il est fait. Il est fait avec quoi? Allons voir avec quoi il est fait quand même. Papercard ici. Alors pour l'instant, je vais vous demander d'ignorer la syntaxe. On va expliciter la syntaxe juste dans un moment, mais juste les gros morceaux qu'on a pour l'instant. Le premier gros morceau, bien c'est ça. C'est des tags. En fait, cet élément, il est fait avec du HTML. Mais ce HTML-là, c'est un HTML qu'on va appeler Shadow DOM, c'est-à-dire que c'est des tags qui servent à créer cet élément, mais une fois que moi je l'insère dans le vrai DOM, il apparaît comme papercard. Il n'apparaît pas comme plein de machins bidules compliqués. Il apparaît juste comme papercard. Après, il y a des moyens, évidemment, pour aller naviguer le DOM et rentrer à l'intérieur du Shadow DOM, mais tant qu'on n'a pas envie de le faire, il reste encapsulé. Donc ça, c'est la première chose, comment le faire, c'est Shadow DOM. Et il y a un mécanisme qui permet donc de composer ce Shadow DOM, qui sont les tags qui me servent à définir ce qu'est mon élément, et à l'utilisation, les tags que moi je mets à l'intérieur de mon élément custom, qu'on va appeler ici le light DOM, et il y a un mécanisme de composition pour dire l'image, où est-ce qu'elle va. Ici, en particulier, il y a cette image, elle est allée centrée en hauteur, sur la gauche, avec une frame avec un rectangle en rounded corner autour. Donc voilà, il y a pas mal de styling qui sont allés autour de cette image. Donc, le premier ingrédient d'un composant polymère, c'est ce Shadow DOM. Le deuxième ingrédient, eh bien, c'est des styles. Voilà, ça c'est tous mes styles. Et par exemple, voici le style qui s'applique à l'image, vous voyez, avec son border radius, etc. Et ces styles-là sont à l'intérieur de mon composant. Et c'est ça la beauté de la technologie, c'est que vous mettez des styles dans votre composant, vous mettez du HTML, des CSS et du HTML dans votre composant, ils ne pourrissent pas le reste de vos CSS et HTML dans votre page. Dans votre page, ce qui va être vu de votre côté comme le DOM, ça restera juste papercard. Et donc en particulier, si vous avez dans votre page une règle CSS qui par erreur pourrait s'activer parce que à l'intérieur d'un de vos composants, il y a des tags qui matchent et voilà, en fait non, elle ne s'activera pas. Ces tags-là sont à l'intérieur, ils sont cachés. Voilà. Donc ça c'est la base. Les composants, on les crée avec du HTML et des CSS, et on les utilise juste en écrivant un nom qui est le nom du tag. Alors, maintenant, en avant, créons une application un petit peu plus complexe.
Donc pour ça, je vais utiliser d'autres composants, cette fois-ci que je n'ai pas créés, mais que je récupère de la librairie Polymer collection Paper Elements. Donc en avant, créer une vraie application. Je vais créer un Paper Header Panel. Voilà. Donc le Paper Header Panel est un panneau à en-tête. Donc le corps va scroller et l'en-tête va rester fixe. Qu'est-ce que je vais mettre dans l'en-tête? Eh bien, pourquoi je n'y mettrai pas une toolbar? Voilà, Paper Toolbar. Par exemple, j'ai ma petite anti-sèche, hein, je ne connais pas forcément tout par cœur. Et dans la toolbar, je vais mettre différentes choses. Par exemple, je vais mettre un Paper Icon Button avec une icône qui est menu, comme ça, on va un petit peu reconnaître ce que c'est. Après ça, je vais mettre simplement un div title égale. Non, pardon, c'est pas ça, c'est classe égale title. Je vais mettre un titre qui s'appelle Welcome. Voilà, on va déjà essayer ça. Si ça marche du premier coup, c'est génial. Oh, ça a marché. Donc voilà, j'ai une toolbar. Là, j'ai même mis un petit bouton qui ne fait rien, mais qui plus tard affichera un menu. J'ai le menu qui s'appelle Welcome. Pourquoi pas, c'est déjà bien. Juste pour vous montrer ce que fait donc ce fameux tac, tac, tac. Voilà, si j'en mets un peu plus, si je la renomme histoire que ça soit joli, 4, 5, voilà, 6, etc. Hop. Voilà, et j'aurais dû en mettre encore plus pour que ça déborde. Là, cette fois-ci, je ne vais pas changer les... Voilà. Voilà, le comportement du header panel, eh bien, c'est que la toolbar reste en place pendant que je peux scroller le contenu s'il y a beaucoup de contenu. Bon, continuons à faire une appli. Maintenant, je vais rajouter un petit peu plus de choses. Je vais rajouter un paper input. Alors, paper input, label égale... Voilà. Qui me demande mon nom. Pourquoi pas, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, pardon. C'est gentil, merci. Voilà. Et alors, il y a des éléments que j'aime vraiment bien. Le input qu'il y a dans les Paper Elements, je trouve qu'il est vraiment sympa. Regardez un peu la fonctionnalité. Quand on clique dessus, il y a une petite animation pour dire qu'il reçoit le focus. Quand on commence à taper, il y a une petite animation pour que le type qui dit ce qu'il faut rentrer, il se mette au-dessus. Et vous avez même la possibilité de définir des conditions d'erreur avec une petite animation de nouveau. Si jamais il faut rentrer que des chiffres et qu'on commence à taper des lettres, il devient rouge, il y a une icône qui s'affiche pour dire attention, non, là ça ne convient pas, avec un message qui dit pourquoi ce que vous tapez ne convient pas. Voilà, donc vous avez toute une tripotée de ces éléments qui sont déjà fournis. Il y a des checkbox, il y a des radio buttons, ils sont tous animés joliment. C'est vraiment sympa à utiliser. Voilà, et puis je vous ai dit que dans une application Polymer, il y avait forcément un floating action button pour faire l'action la plus, disons, sympathique et appropriée dans un état donné. Donc, pourquoi pas, je vais mettre un floating action button. Donc, c'est un paper fab. Floating action button. Et celui-ci, qu'est-ce que je vais y mettre? Alors, je ne vais pas le mettre là, pardon. Voilà, puisqu'il flotte par-dessus le truc. Même pas ici. Je vais même le mettre, parce que celui-là, je veux vraiment qu'il flotte au-dessus. Paper Fab. Alors, je pense qu'il y en a certains qui ont repéré que je trichais un petit peu. Hein. Voilà, j'ai un petit qui s'affiche là. Et regardez, quand je passe dessus, il se met en couleur sur le on-hover. Il y a une petite animation lorsque je clique. D'ailleurs, cette animation en Ripple, tout le monde n'aime pas, mais c'est dans les guidelines aussi de Material Design. Quand on touche quelque chose, ça fait une petite vague pour dire qu'on l'a touché. C'est l'effet, disons, standard quand on touche quelque chose. Voilà,
Donc là, mon appli est presque complète. Alors, il manque la partie serveur que je vais rajouter, enfin je vais tricher un peu, mais je vais la rajouter dans un instant. Et puis vous allez commencer à comprendre ce qu'elle fait. Hein. C'est une appli absolument géniale. Je ne sais pas pourquoi personne n'y a pensé avant. Mais voilà, là on a en quelques lignes, on a une appli à peu près complète. Là où j'ai triché évidemment, c'est que moi j'ai fait la feuille de style avant. Donc le fait que lorsque je mets les éléments, j'ai mes CSS qui s'activent, qui mettent la bonne couleur, etc. Mais c'est juste de la feuille de style. Là, la feuille de style me permet ici d'avoir une interface avec du bleu, du blanc, etc. Et je ne vous montre pas comment je le tape, je l'ai fait avant. Oui, il y avait une question ? Alors la question c'était est-ce que c'est un système public comme Bootstrap ou CSS, comment on gère, où est-ce que les éléments se positionnent? C'est une excellente question. Alors pour ce bouton-là, j'ai triché. C'est-à-dire que j'ai fait en avance la CSS qui dit mets-toi là, en absolu. Okay. Pour la toolbar, j'ai pas triché. Pour la toolbar, en fait, le composant toolbar par défaut qu'il y a dans les composants, dans les paper components de Polymer, utilise le layout Flexbox. Et donc c'est un layout Flexbox horizontal centré en hauteur. Donc ça, c'est codé en dur. Vous pouvez le changer, mais c'est codé en dur dans l'élément quand vous l'utilisez sans rien préciser. Et par contre, vous avez remarqué que j'avais mis un class égale title ici pour l'élément welcome, donc juste le mot welcome. Et en fait, dans les composants polymères, dans les composants de toolbar polymère, le class égale title, la CSS qui est associée, c'est un flexbox flex. Donc c'est ça qui associe le fait que ça soit ça l'élément flexible. D'accord ? Donc cet élément-là prend juste la place qu'il a. Cet élément-là prend toute la place disponible. Et ces éléments-là, du coup, récupèrent juste la place disponible à droite de la ligne. Est-ce que tout le monde ici est familier avec le concept de flexbox ? Et qui n'en a jamais entendu parler ? Alors quand même quelques-uns. Bon, flexbox, c'est aussi un standard web qui est indépendant des web components et qui permet de faire du positionnement de façon un peu plus simple. Jusqu'ici, pour faire du positionnement en HTML, on mettait des tables, on essayait de détourner le tag table. Ça, c'est vraiment une solution moche. Donc la solution que le W3C a proposée pour remplacer ça, c'est Flexbox, qui a des concepts du style centré en largeur, centré en hauteur, qui a des concepts du style je veux que tel élément d'une série de 4 éléments prenne toute la place disponible et les autres sont poussés sur les côtés, voilà, qui permet de faire des interfaces. Les tables, etc., c'était bien le centré, justifié, c'était bien pour mettre en page du texte, mais pour faire les interfaces, il fallait plus, et donc c'était cette checkbox. Donc pour répondre à la question, pour placer ce bouton-là, j'ai triché, j'ai écrit la CSS avant, et c'est en absolu, il est mis là. Et pour placer ces 3 éléments-là, eh bien, la toolbar Material Design Paper Element inclut un layout Flexbox, et j'ai mis une classe sur cet élément pour dire que c'est lui qui prend toute la place. Voilà. Alors là, on a composé un peu toute cette application et on a commencé à voir plusieurs des standards web qui sont à l'intérieur de Polymer. Donc Polymer, ce que c'est simplement de la syntaxe pour utiliser de façon plus simple ces standards web. Custom Elements, on a vu la possibilité de définir un élément à moi, mon paper card, que j'utilise comme un élément paper card, voilà, comme j'utiliserais div ou span, mais j'utilise paper card. Shadow DOM, on l'a vu, c'est les tags que j'utilise pour créer mon élément, mais qui sont cachés à l'intérieur. C'est pour ça qu'on les appelle shadow. Templates, eh bien c'est comme ça qu'on définit le Shadow DOM. Vous avez peut-être vu dans la syntaxe que je vous ai montré brièvement de comment est-ce qu'on crée un élément, eh bien mes tags, voilà, ils sont à l'intérieur d'un tag template. Qu'est-ce que veut dire ce tag template ? Il veut dire, voici des tags
que tu vas instancier, mais pas dans le DOM. C'est-à-dire, il ne faut pas les rendre maintenant. Tu les instancies, donc après, en JavaScript, il y a des fonctions pour les injecter quelque part dans le DOM, mais avant ça, il n'y avait pas le concept en HTML de « parse-moi ces tags sans les injecter dans le DOM ». Ça n'existait pas. Donc le template, ça sert à dire « tu peux me parser ces tags, mais ils sont nulle part dans le DOM ». C'est moi qui vais décider via un appel JavaScript où je vais les mettre. Et l'appel JavaScript, c'est Polymer qui le fait, justement. Il a de la syntaxe pour vous éviter de faire ça à la main en JavaScript. Et le dernier qu'on a vu, c'est HTML import. Donc ça, c'est simplement le lien qui permet d'importer des pages HTML à l'intérieur d'autres pages HTML. On l'a vu ici. Voilà. Par exemple, ma paper card, elle est importée ici. Et alors, ce qui est sympa, c'est que là, c'est un standard HTML import. Donc, c'est le navigateur qui va résoudre vos conflits, vos duplications, etc. Vous lui dites que vous avez ça à importer. Il se débrouille. Si vos pages l'importent 25 fois, il se débrouille pour le charger une seule fois. Ça, c'est génial. Oui, PaperCard, je m'en sers peut-être dans 50 pages dans mon site, et peut-être que dans PaperCard, je me sers d'un truc qui rappelle... enfin voilà. Ça, c'est les problèmes d'import après classiques, parfois circulaires, parfois multiples, etc. Il va se débrouiller. Voilà. Je n'ai pas à m'en soucier. Et la dernière chose qui maintenant dans Polymer 1.0 est utilisée, c'est les custom CSS. Alors, j'ai brièvement touché sur le fait qu'on peut créer des attributs custom. C'est-à-dire on va créer un élément et on va dire il va être contrôlable de l'extérieur via tel attribut. J'ai aussi un petit peu parlé du fait que dans cet élément, je vais pouvoir injecter d'autres tags, comme ici mon image dans ma petite carte. Mais évidemment, ce que vous allez me dire, c'est mais j'ai aussi envie d'exposer certaines propriétés CSS pour contrôler mon élément. Eh bien, oui, c'est possible. Alors, je vous montre avec quelle syntaxe. Imaginons qu'ici, alors ici, non, n'imaginons pas, parce que c'est comme ça que j'ai fait, j'ai créé une propriété CSS custom qui donne le padding de ces cartes. Je peux avoir plus ou moins de padding dans mes cartes. Alors, comment j'ai fait? Dans la définition de ma paper card, eh bien, ici, j'ai le padding. Alors, sur Paper Material, je fais une petite parenthèse pour que vous compreniez. Paper Material, c'est un composant que j'utilise à l'intérieur de mon composant. Il vient de la bibliothèque Polymer et tout ce qu'il fait, c'est la drop shadow. D'accord ? Donc, au lieu de moi m'embêter à créer une drop shadow comme il faut, etc., j'utilise ce composant-là qui me fait la drop shadow. Donc, dans sa CSS, je définis son padding. Et comment je définis son padding? Elle est bizarre cette syntaxe, ça, on n'a jamais vu ça en CSS. Et c'est ça les custom CSS properties. Je dis ici que c'est une variable et qu'elle s'appelle double-card-padding. Ce qui veut dire que de l'extérieur de mon élément, je pourrais maintenant spécifier double-card padding pour changer le padding de cet élément. Donc je vais essayer, j'ai mes styles ici, et j'ai le style associé à ma paper card. Au lieu d'un padding de 20 pixels, je mets un padding de 50 pixels. Oh, elles ont toutes vachement plus de padding. Voilà, donc c'est ça la façon dont vous allez pouvoir exporter des propriétés CSS en disant ma petite carte, eh bien de l'extérieur, vous pourrez ajuster ça, ça, ça et ça. Et moi, j'aurais prévu les comportements à l'intérieur propres pour que ça fasse ce que vous voulez. Un exemple peut-être plus intéressant aurait été de contrôler le background de la carte. Alors j'aurais pu, à la place du background, faire une variable CSS qui est double-card background. Mais en fait, ici, il se trouve que la propriété background color fonctionne. C'est-à-dire que si je change le background color par héritage, ça change bien le background color de l'élément qui contient toute la carte. Je peux vous montrer la red. Hop, voilà, elles sont toutes rouges. Donc ici, ce n'était pas vraiment pertinent de créer une propriété, disons, custom pour ça, puisqu'on peut donner à la propriété standard auquel tout le monde est habitué, qui s'appelle background color, le comportement exact qu'on veut qu'elle ait. Voilà. Donc, maintenant, on va continuer à développer un petit peu cette application-là, parce que vous n'avez toujours pas vu ce qu'elle faisait. Alors, je passe... voilà.
Je triche, hein, je tape du code là, grâce à Git qui s'est changé de branche et tapé du code pour moi. Et alors, je pense qu'il faut que je relance. Et voilà, mon application maintenant, elle fait des choses. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Si je tape Martin ici, voilà, donc j'ai rajouté la partie serveur. Elle fait un truc extraordinaire. C'est une API extraordinaire. Si je lui envoie un nom, elle me renvoie bonjour le nom. Voilà. Yes. Et donc cette application-là sert à dire bonjour. On tape son nom, on clique sur le bouton et il y a une carte qui s'affiche qui dit bonjour votre nom. Je vous avais dit que c'était génial. C'est une démo, ça fera très bien à faire pour la démo qu'on a à faire. Donc là, on a avancé. Maintenant, ce que j'ai rajouté, c'est que maintenant, en cliquant sur le bouton, je crée ces cartes programmatiquement. Alors comment je fais? Allons voir dans le code. Comment est-ce que je fais pour créer ces cartes programmatiquement? Jusqu'ici, j'écrivais papercard. Et puis après, j'ai fait copier-coller pour en faire plusieurs. Mais là, maintenant, ça se fait programmatiquement. Et ça se fait dans cette... Pardon, c'est ici. Ça se fait ici. Alors, je vous nettoie un peu ça pour que vous compreniez mieux. Voilà. Ici. Alors, regardez juste les lignes que je vous montre. Et je vous les montre pour vous montrer qu'il n'y a rien à voir. Parce que qu'est-ce que je fais? Bon, je chope le tag conteneur où je veux injecter mes cartes. Je crée un élément en disant je veux créer un élément papercard. Ça, c'est l'appel tout à fait standard JavaScript pour créer un nouvel élément. Je veux rajouter une image dedans. Je crée une image, je mets sa source. Et alors, si j'utilisais du JavaScript totalement standard, j'aurais écrit ça. Voilà, card.appendChild. Et après, je veux spécifier un attribut de cette carte. Je fais card.l'attribut égale le texte. Et puis, je la rajoute dans mon conteneur. Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'il n'y a rien à voir. C'est du JavaScript complètement standard pour insérer un élément programmatiquement dans le DOM. C'est les appels totalement normaux auxquels vous avez habitude. C'est ça la beauté des Web Components. C'est pour ça aussi qu'il n'a jamais été possible de faire ça avec une librairie. Et il fallait du support du navigateur lui-même pour être capable de manipuler le DOM de cette façon-là et pouvoir mettre des custom elements dans le DOM. Est-ce que c'est compatible avec les autres... Alors, on ne t'entend pas, mais je vais répéter la question. Est-ce que c'est compatible avec les autres librairies? Alors, question, est-ce que c'est compatible avec les autres librairies? Alors, avec les autres librairies Web Components, oui. Et c'est ça qui est aussi un peu la beauté de la technologie. C'est qu'ici, on a un certain nombre de standards web. C'est des standards du web. Ils vont être supportés en natif par les navigateurs. Donc, une fois qu'on a inséré un élément Web Component dans le DOM, le navigateur n'est pas au courant du fait qu'il a été créé, cet élément, avec de la syntaxe librairie A, de la syntaxe librairie B, de la syntaxe librairie C. Ça n'a plus aucune importance. Donc, vous pourrez utiliser Polymer comme une librairie pour générer des Web Components. Vous pourrez utiliser une autre librairie et importer des composants web créés avec cette autre librairie. Ils vont coopérer ensemble parce qu'une fois qu'ils sont insérés dans le DOM, c'est des Web Components standards. Voilà, ça répond à ta question. Alors, maintenant, merci de m'avoir amené sur la question des standards. Évidemment, tout ça, ce n'est pas encore supporté. Ça l'est dans certains navigateurs, plus ou moins, etc. Alors, Polymer inclut une deuxième chose. Je vous ai dit, la première chose, c'est de la syntaxe pour créer ces composants de façon un peu plus sympa. Je vais vous montrer la syntaxe dans un moment. La deuxième chose qu'il inclut, c'est la réimplémentation de tous ces standards en JavaScript normal pour les anciens navigateurs. Donc, c'est une librairie de compatibilité. Et alors, dans cette librairie de compatibilité, en Polymer 0.1, 2, 3, 4, 5, etc., ils avaient pris l'approche où ils essayaient de faire la réimplémentation, disons, la plus complète possible. Alors, ce n'est pas possible de faire 100% complet, sinon il n'y aurait pas eu besoin d'un standard web. Il n'y aurait pas eu besoin de changer le standard web si on pouvait faire ça en JavaScript normal. Donc, la librairie de compatibilité ne pourra jamais faire 100%. Ils voulaient faire quasiment 100% en Polymer jusqu'à 1.0. Après 1.0, en fait, ils ont décidé de faire une réimplémentation un tout petit peu plus light,
qui ne s'appelle pas le Shadow DOM, ils ont appelé ça le Shady DOM pour des raisons de performance. C'est vachement plus rapide. Et là, je vous montre un exemple, par exemple, de syntaxe légèrement différente. Donc, si on est en Shadow DOM sur un navigateur qui supporte le Shadow DOM, pour insérer un élément web dans le DOM, c'est l'appel tout à fait standard de manipulation du DOM. Mais si on est en mode émulation, avec le Shady DOM, il faut passer par une API de manipulation de DOM polymère. Voilà, je peux même vous faire la démo. Voilà, ça va marcher. Ah, pardon. Ça, donc vous voyez, ça marche. Il y a une petite, voilà, une petite variable. Alors ça, c'est un hack qui permet sur Chrome de basculer entre l'émulation et le support natif du Shadow DOM. Donc là, je vais passer en support natif du Shadow DOM. Voilà, et quand je suis en support natif, là, tout d'un coup, je peux utiliser la syntaxe standard. Voilà, ça marche encore. Alors que quand j'étais en support DOM, disons pas natif, en Shady DOM, eh bien, voilà, hop, pardon. Eh bien, en Shady DOM, si j'essaie d'utiliser la bonne syntaxe, entre guillemets, voilà ce que ça donne. Pardon. Pardon. Alors, non, pardon, je suis sur la bonne syntaxe. Voilà, je suis bien en Shady DOM. Non, je ne suis pas en Shady, je suis en Shadow. Shady, voilà. Et là, je fais reload. Horreur, et plus rien qui marche. OK. Donc, on va enlever ça vite fait et je reviens ici à ce que je voulais faire. Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on insère un élément de façon programmatique avec cette petite read là qui est là pour des raisons de performance avec la surimplémentation de polymère. Alors maintenant, allons voir comment c'est qu'on crée un de ces éléments polymères. On va reloader ça. Ah, beaucoup mieux. Voilà, alors un élément polymère, c'est juste tout ça. Facile? Bon allez, on va la refaire au ralenti. Donc, premièrement, si on veut, ça c'est comment j'ai défini ma papercard. Donc, la syntaxe, c'est DOM module. Alors, premièrement, la syntaxe en JavaScript de base, si je voulais utiliser juste les standards, c'est que du JavaScript. C'est create custom element, load template, insert template, enfin voilà. C'est très très verbeux, c'est tout juste et bien, mais c'est très très verbeux. C'est pour ça qu'il y a une syntaxe déclarative, et non pas impérative, mais déclarative, qui permet de faire ça en polymère. Donc la première chose, c'est que j'ai un DOM module, et son ID, c'est le nom de l'élément custom que je veux créer. Obligatoire d'avoir un tiret dedans, ça c'est juste pour les différencier des éléments HTML standards. Dedans, j'ai du style et j'ai le template qui contient les différents paramètres, les différents tags qui vont me servir à créer mon élément. Voilà. En bas, j'ai un script polymère auquel je passe une première propriété. D'ailleurs, vous avez vu, c'est pas dedans, ça peut être complètement ailleurs. Mais je lui dis, ça c'est le papercard. Et en fait, ce que j'ai là-dedans, c'est le prototype JavaScript de l'objet qui va représenter cet élément lorsque je vais le manipuler en JavaScript. Donc là-dedans, c'est vraiment un prototype. Je peux rajouter des propriétés, des fonctions que je pourrais ensuite appeler, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Revenons un petit peu vers le haut. Le nom avec le tiret obligatoire. Quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est le data binding. Alors ça, c'est génial. Polymère, je ne vous en ai pas parlé parce que ce n'est pas un standard web. Ça, c'est vraiment dans Polymère. Polymère a une notion de data binding qui se fait avec ces moustaches-là. Et par exemple, je l'ai utilisé ici. Alors, voilà. Enfin, on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce que j'ai fait en sorte que lorsque j'ai créé mon élément paper, lorsque je l'ai utilisé, j'ai tapé un attribut heading égale bonjour Paris, et il est apparu quelque part sur ma carte. Eh bien, en fait, je définis une propriété, voilà, dans les properties, une propriété heading, avec
ça qui est seté à true, ce booléen-là, qui est reflect to attribute. C'est-à-dire que cette propriété-là va devenir un attribut au sens HTML manipulable de l'extérieur. Et via la syntaxe de data binding, je l'injecte quelque part dans mon contenu qui crée l'intérieur de ma carte. Donc ma carte, vous voyez ici, il y a l'image, mais là, dans un H3, il y a le heading que j'ai mis. C'est ce que vous voyez ici. Pardon. Voilà, le Hello Mr. Jones, je l'ai spécifié dans un attribut, il finit ici dans un H3. Continuons. Je peux aussi passer de l'info comme ça entre les différents éléments polymères. Donc là, je vous avais dit que j'utilisais un élément existant qui s'appelle Paper Material qui crée la drop shadow. Il crée une drop shadow à quelle hauteur? La drop shadow permet de simuler que la carte est plus ou moins haute. Eh bien, en fait, il supporte déjà un attribut élévation. Eh bien, je dis que moi aussi, je supporte un attribut élévation qui sera un vrai attribut HTML et je lui passe, que je passe simplement au truc d'en dessous. Donc après, en changeant sur ma paper card l'attribut élévation, j'ai une paper card qui est plus ou moins haute. Et c'est comme ça qu'ici, moi je me suis mis un onHoover avec un petit script, et le petit script, tout ce qu'il fait, c'est qu'il fait élévation égale 1 ou 0. Voilà, c'est comme ça que vous voyez la carte qui monte et qui descend par la drop shadow. Voilà, alors continuons. Je peux binder des événements, donc il y a une syntaxe pour ça. OnTap égale une fonction, et ça c'est une fonction de mon objet. Donc là, je suis dans, encore une fois, le prototype de mon objet, je peux définir des fonctions. Donc tap action, voilà ce que je fais sur un tap. Et puis, on a vu cette différence entre Shadow DOM et Light DOM, c'est-à-dire que ça c'est mes tags HTML, mais lorsque j'ai utilisé ma paper card, dedans, j'ai mis aussi d'autres tags. Ici, lorsque je l'ai utilisé, pardon, voilà. Paper card, évidemment, c'est pas là, c'est dans l'autre. Enfin, vous l'avez plus. Mais vous vous rappelez, j'ai écrit paper card et dedans, j'ai mis une image. Eh bien, cette image-là, elle apparaît ici, mais il me faut un mécanisme pour la récupérer et la placer là où je veux la mettre. Alors, ce mécanisme-là, vous le voyez ici, c'est via le tag content avec un sélecteur. Donc il y a une syntaxe pour faire ce sélecteur, et ce sélecteur permet d'aller piocher dans le light DOM de votre élément. Donc ça c'est le DOM que vous mettez dedans quand vous l'instanciez, et de dire je vais piocher le tag image et je le mets ici. Voilà, je l'insère ici à cet endroit-là. Et puis j'ai un content ici qui va piocher tout ce qui n'a pas été pioché avant et qui dump tout à la fin. C'est ça ce que fait le tag content vide. Voilà, ça injecte tout le reste du contenu. Ici, j'ai ma propriété CSS que j'ai publiée. Le padding, je le contrôle par une variable que je déclare ici. Donc je pourrais de l'extérieur l'adresser. Et puis, oui, ça je vous l'ai déjà dit, les attributs au sens HTML que je publie, c'est-à-dire ma paper card les supportera, ils sont définis ici comme des propriétés de mon objet, avec la propriété reflect to attribute mise à true pour dire que c'est des attributs HTML qui seront adressables de l'extérieur. Et puis, vous avez aussi ici toute une série de fonctions de cycle de vie qui sont prédéfinies, donc qui vont être appelées automatiquement lorsque votre élément est créé, attaché, détruit, etc. Ça, c'est prédéfini dans Polymère. Vous avez juste à les surcharger si vous avez des choses à faire dans ces différentes étapes de cycle de vie. Voilà, et comment est-ce qu'on les style? Alors, à l'intérieur de l'élément, il y a deux disons, syntaxes un peu spéciales pour réussir à mettre des styles. Donc, host, ça match l'élément lui-même. Donc, quand je mets paper card, ça match l'élément paper card. Et il faut un truc spécial parce que quand je suis en train de définir la paper card, je n'ai pas accès à l'élément paper card. Et content, ça match le contenu qui est injecté via les tags content. De l'extérieur, la bonne façon de faire des styles réutilisables de donner des points de customisation pour les utilisateurs de vos éléments, c'est les propriétés custom. Et puis évidemment, on est en HTML CSS, donc il faut bien que si les gens ils veulent hacker un peu, ils puissent. Hein. Donc il y a aussi toutes les possibilités de triche qui ont été définies.
Donc il y a dans les sélecteurs, vous pouvez utiliser un 2.2 shadow qui en fait traverse les barrières entre le shadow DOM et vous permet de faire des sélecteurs qui vont matcher des éléments à l'intérieur du shadow DOM. Et vous avez même un /deep/ qui, alors lui, traverse toutes les barrières de shadow DOM, même si vous avez des éléments imbriqués, pour aller matcher quelque chose qui est très très au fond. Voilà, donc ça c'est dégueu, mais en HTML, CSS, on aime bien quand c'est dégueu. Voilà, alors, donc là on a vu comment faire un élément, on a vu comment l'instancier programmatiquement, on a vu comment récupérer des éléments déjà faits et en faire une petite application. Maintenant, pour finir, j'aimerais vous montrer quelque chose qui est... Est-ce que j'oublie des choses? Non, c'est bon. J'aimerais vous montrer quelque chose qui est une utilisation un peu avancée. Alors, Polymer, ce n'est pas à la base un framework MVC complet. C'est des éléments réutilisables. D'accord ? Ceci dit, avec ces principes de data binding, d'éléments, etc., en fait, on peut l'utiliser comme MVC. Donc, je vais essayer de transformer mon application pour en faire une application MVC. Donc, MVC, à qui ça parle, MVC? Ouais, presque tout le monde. Donc, Model View Controller. C'est, disons, l'architecture standard pour une UI qui affiche des données. On a un modèle qui représente les données juste de façon numérique. On a une vue qui est la représentation à l'écran. Et on a un contrôleur qui sont, disons, la série de toutes les actions qu'on peut faire sur la vue, afficher un truc, enlever un truc, enfin voilà. Alors, moi, je vais essayer de m'en servir ici. Mon appli, elle est presque bien, quoi. Voilà, j'ai un truc. Par contre, vous avez vu, j'ai mon petit bouton, il ne marche pas. J'ai un bouton close, il ne marche pas. Alors, il ne marche pas, pourquoi? Parce que quand j'ai rajouté mes éléments, je vous ai montré comment j'ai fait. J'ai programmatiquement inséré dans le DOM un paper card. Donc, pour faire marcher le bouton, il faudrait que j'écrive du script qui programmatiquement va chercher la bonne paper card avec des ID dans le DOM et la virer. Là, c'est compliqué. Je n'ai pas envie de faire comme ça. J'aurais envie d'appliquer plus un modèle MVC, c'est-à-dire avoir une représentation de cette liste-là de personnes sous la forme d'une simple table JavaScript. Et lorsque je mets cette table à jour, j'ai envie que l'interface se mette à jour. C'est ça la bonne façon de travailler. C'est-à-dire ma table, si j'ai envie de virer une carte, je cherche dans ma table la carte que je veux virer, je tue cet élément de table et hop, l'interface s'ajuste pour ne plus afficher cette carte-là. Alors, en avant, faisons ça. Donc voilà, je triche, je repasse en... Ah là 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 là. Hop. Voilà. Bon, évidemment, comme j'ai écrit le code à l'avance, ça va marcher, mais on va quand même vérifier que ça marche. Hein. Donc là, maintenant, si je tape Martin ici, et puis si je veux en tuer une, ça marche, incroyable. Alors, par contre, comment j'ai fait? Donc, allons voir dans, déjà, le HTML. Alors là, j'ai ma toolbar, etc. Mais ici, à la place de mes cartes, j'ai un nouvel élément qui s'appelle Greeting List. Ah! C'est donc comme ça que j'ai fait. Je me suis créé un élément custom à moi qui s'appelle Greeting List. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce Greeting List? Eh bien, allons voir ce qu'il y a dans ce Greeting List. Voilà, il y a ça. Template is DOM repeat items égale data binding sur une variable. Ça, c'est génial. Ça, c'est un template itératif. D'accord? C'est un principe qui existe dans Polymer. Le fait que j'ai mis is égale DOM repeat, ça veut dire que ce template-là va être instancié autant de fois que j'ai d'éléments dans cette variable list ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette variable list? Allons voir comment est-ce qu'elle est définie. En fait, c'est simplement une propriété de mon objet lui-même. Elle est là. Je l'ai définie dans Properties comme toutes les propriétés d'éléments polymères. C'est une table où il n'y a rien dedans au départ. Et je vais, moi, au fur et à mesure, rajouter des choses dedans.
Et alors, regardons comment est-ce que c'est fait quand on l'instancie. Eh bien, à chaque fois que j'instancie cette template, en fait, j'instancie cette paper card et je récupère, donc la syntaxe c'est items égale et ensuite item point pour accéder aux différents champs de l'objet dans la table, des différents objets dans la table. Et donc, je mets en heading le texte. Dans ma table, je stocke des objets où il y a le texte, où il y a un ID et où il y a aussi l'URL de l'image. Voilà, et bien ici, je les récupère dans les objets de ma liste et je les bind aux différents attributs de ma paper card. Juste un détail, pourquoi là c'est des moustaches et là c'est des moustaches carrées. Les moustaches, c'est du data binding bidirectionnel. Les moustaches carrées, c'est juste du data binding once. C'est-à-dire qu'au moment de l'instanciation, je mets la valeur et ensuite je l'oublie. C'est plus light parce qu'il n'y a pas besoin de setuper des watchers d'événements pour voir si ça change. Donc, quand ça marche, mettez des moustaches carrées. Et quand vous avez besoin d'un data binding bidirectionnel, par exemple, si vous liez un champ input, voilà, et vous avez envie que quand l'utilisateur tape, le texte se répercute quelque part, mais qu'à l'inverse, quand vous changez la variable, la chose qui est tapée se change aussi, ça c'est bidirectionnel. Là, vous utilisez des moustaches. Bon, bref. Donc le principe ici, c'est que j'ai mon template itératif qui va itérer sur cette liste et qui va imprimer des cartes autant qu'il y en a dans ma table. Donc ma table, c'est mon modèle. C'est mon modèle de données. J'ai simplement une table d'objets et chaque objet, c'est une paper card. Enfin, c'est les datas à mettre dans une paper card. Ma vue, c'est ce template itératif. C'est ça qui permet d'afficher le contenu de ma table. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que mon contrôleur? Mon contrôleur, c'est simplement des fonctions add et delete qui rajoutent ou enlèvent des éléments dans ma table. Je n'ai pas besoin de rajouter ces éléments dans le DOM à la main. Je les rajoute dans la table. Donc, mon élément ici, greeting list, je lui ai rajouté deux fonctions qui s'appellent add et delete et qui font simplement rajouter un objet greeting dans la liste et enlever dans la liste un objet greeting avec un ID donné. Alors, la syntaxe pour les pros du JavaScript, ils reconnaissent immédiatement. Ah ben oui, bien sûr, ça c'est pour unshift, c'est pour rajouter au début d'une table, et splice, c'est pour virer un élément à un certain index. Moi, je ne suis pas trop mauvais en JavaScript, mais je ne trouve pas ça très naturel. Merci JavaScript, c'est le plus beau langage du monde. Bref, c'est de la syntaxe presque standard JavaScript. Alors, encore une fois, ce qui n'est pas standard, ça marchait avec de la syntaxe totalement standard JavaScript en Polymer 0.5. Ici, vous remarquez qu'au lieu de faire list.unshift de greetings, qui serait la syntaxe standard, je prends mon tableau, j'appelle la fonction standard unshift qui rajoute un élément au début, eh bien, j'appelle un this.unshift, voilà, c'est-à-dire j'appelle une fonction sur l'objet, ce qui est surchargé, c'est pour des raisons de performance, donc ça c'est une fonction polymère qui est sur cet objet-là, d'accord ? C'est pour des raisons de performance, ils ont implémenté le data binding de façon plus performante, en faisant comme ça, et du coup, il faut passer par cette syntaxe-là. Donc ça, c'est mon contrôleur, et donc, comment je l'utilise? Eh bien, dans ma paper card, je me suis fait ici un bouton close dans chaque carte. Son action, c'est close action. Alors, qu'est-ce que je fais dans ma close action? Eh bien, c'est très simple, elle est ici, ma close action. Dans ma close action, alors si je simplifie un peu parce que le reste, c'est pas beau, je récupère le contrôleur qui est simplement la greeting list. Pardon, j'en ai enlevé un peu trop. Voilà, et j'appelle sur le contrôleur un delete sur un attribut UID qui est l'ID de cette carte. Donc c'est tout. Je récupère le contrôleur, j'appelle delete. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous montrer là. Comment on peut faire du MVC, modèle une simple table, vue le template itératif, et contrôleur, mon élément greeting list, auquel j'ai simplement ajouté une fonction add, une fonction delete, qui fait de la manipulation de table simple, au lieu de faire de la manipulation de DOM compliquée. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous raconter sur Polymer aujourd'hui. Et vous pourrez retrouver cette présentation en ligne avec même un petit CodeLab si vous le souhaitez. Et sur ce, est-ce que vous avez des questions ?
Oui, il y a des questions ici. Tout à l'heure, tu avais parlé des backgrounds qui existaient déjà et je me suis retenu à ce moment-là de poser la question, mais est-ce que ça aurait été possible de mettre un attribut background color pour ta carte et de l'appliquer sur la carte directement facilement juste avec les bindings, ou alors il faut faire une fonction JavaScript qui fait ça derrière? Alors non, avec les variables, enfin les custom CSS properties, c'est ça que j'aurais fait. Donc ici, si je reviens au début, j'avais ma carte, où est-ce que je vais le faire ici. Voilà. Donc ici, quand j'étais dans index, yes, n'importe. Voilà. Ici, j'avais fait paper-card. Paper-card. Voilà. Donc là, j'avais montré, j'avais la carte qui était blanche, d'accord. Mais ma paper-card, j'aurais très bien pu dire que ici, je lui définis pour background color 2 points une variable qui est --card bkg. Je n'ai pas envie de tout taper. Voilà. Et maintenant, utiliser card bkg comme une propriété CSS custom pour contrôler le background color. Donc là, dans mes styles, dans ma paper card, au lieu de changer, elle est où ma paper card, paper input fab, etc. Paper card, au lieu de changer la background color, ici, je pourrais changer --card bkg en un truc bien horrible, green, et normalement, voilà, c'est vert. Oui, mais c'était pas ça exactement la question. C'était est-ce que dans l'élément paper-card, si on avait ajouté un attribut, donc paper bkg ou cards bkg, suivi de égal red par exemple? Alors, est-ce que je peux prendre un attribut et l'injecter dans la feuille de style de l'élément? Non, pas de façon simple. En JavaScript, oui. Bah, merci. Voilà. Mais la bonne façon de faire, c'est plutôt de passer par ces variables. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là-bas, j'en vois. Quelque chose peut-être, c'est qu'on a un peu pris de retard. Hein. Bon, on va prendre encore une question. On va prendre une question, et puis je vous propose d'aller voir Martin pendant le meeting, le networking time après. Du coup, moi, je pensais à la librairie que Google a fait également, Material Light. Oui. Est-ce qu'elle est basée sur le framework Polymère? Alors, pas du tout. Justement, c'est le but. C'est pour les gens qui ont envie de faire du material design en utilisant des web components, ce qui est quand même un certain investissement. Les web components, c'est la technologie du futur, mais ce n'est pas forcément encore la technologie du présent. Il y a Polymère et les Paper Elements, qui est la bibliothèque d'éléments Material Design dans Polymère. Si vous voulez juste faire quelque chose de beaucoup plus light et puis que ça marche aujourd'hui et maintenant partout, vous prenez Material Light, qui, lui, est simplement un ensemble de CSS qui font des éléments en style Material Design. Donc déjà tout fait, en fait. Voilà, tout à fait. Light, mais c'est une approche beaucoup plus bootstrap, c'est-à-dire framework traditionnel, plus qu'une approche basée sur un nouveau standard W3 qui sont les composants web.